Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie, qui reçoit M. Seydi Gassama. Il est le directeur exécutif de Amnesty section sénégalaise. Bonsoir Seydi. Bonsoir Binta, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, nous allons parler d'abord des séries d'interpellations que nous avons constatées avec les partisans de Ousmane Sonko, le leader du PASTEF. Beaucoup de ces partisans ont été interpellés ces temps-ci. Quel est votre... Même jugés, certains jugés condamnés, certains relaxés, certains qui sont en attente d'être jugés. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation ? Écoute, ces arrestations entrent dans un contexte global de restriction des libertés au Sénégal, plus particulièrement de la liberté d'expression et de la liberté de manifester. Aujourd'hui, c'est vraiment une brigade. On a l'impression qu'il y a une brigade policière qui est constatée, qui est constituée et qui, évidemment, traque tous les commentaires, tous les posts dans les réseaux sociaux, que ce soit les posts faits par les Sénégalais qui sont présents sur le territoire national ou à l'extérieur. Les posts sont évidemment surveillés. Et à la moindre dérive ou de ce qui est considéré comme une dérive, vous êtes tout de suite dans le collimateur de la police qui vient vous interpeller ou alors qui attend que vous reveniez au Sénégal pour vous interpeller. Donc c'est ce contexte qui prévaut dans ce pays depuis mars 2021 d'ailleurs et qui évidemment se traduit également par des restrictions totalement inacceptables de la liberté de manifester. Le parquet est instrumentalisé, comme cela n'a jamais été, en tout cas dans l'histoire récente du Sénégal. Je ne connais pas la période senghorienne, mais je connais la période d'Abdou Diouf et d'Abdoulaye Wade. Ce qui se passe en ce moment n'a jamais existé. Donc, que le parquet soit autant instrumentalisé pour persécuter les personnes, pour restreindre les libertés. Et je crois que le pays est aujourd'hui dans une pente extrêmement préoccupante. Et cela est reflété par tous les rapports des organisations de droits humains. Ce n'est pas seulement Amnesty, la RADDHO ou la Ligue, c'est toutes les ONG de droits humains, les procédures spéciales des Nations Unies, 3 de ces procédures spéciales ont écrit à l'État du Sénégal au mois de septembre pour se préoccuper de la détérioration de la situation des droits humains dans le pays. Évidemment, on a vu la réponse qui a été faite par l'État du Sénégal, qui est une réponse évidemment où on fait dans la langue de bois. Mais aujourd'hui, je le dis, non seulement les Sénégalais sont préoccupés, mais la communauté internationale est préoccupée par la dégradation, n'est-ce pas, de la situation des libertés dans ce pays. Oui, on a vu tout à l'heure que Ousmane Sonko, encore, on va parler de lui puisqu'il s'agit de lui, qui a été dans une commune de la Patte d'Oie, à la Patte d'Oie, et aux dernières nouvelles, il a été... je ne sais pas, c'était même pas une manifestation, c'était juste une manifestation spontanée. Les gens sont sortis de façon spontanée, mais on a appris que les forces de l'ordre ont quand même lancé des grenades lacrymogènes. Pendant son émecoutour également, ça s'est passé comme ça, ses partisans ont été arrêtés. Est-ce que finalement, on ne va pas penser que c'est un acharnement quand même sur un leader de l'opposition? Non, c'est vraiment triste parce que, vous savez, que ce soit Ousmane Sonko ou toute autre personnalité publique, Youssou N'Dour serait à Paris aujourd'hui dans n'importe quel quartier de Dakar, il y aurait un attroupement autour de lui. Youssou serait entré chez moi, les gens seraient venus s'attrouper autour de lui. Si chaque fois qu'une personnalité publique apparaît quelque part, que les gens s'attroupent, on lance des grenades lacrymogènes, on arrête des personnes. J'ai vu tout à l'heure des images honteuses de la police à Grand Yoff, où on attrapait des personnes qu'on battait. Mais il n'y a aucune loi dans ce pays qui autorise la police à battre quelqu'un. Lorsque vous interpellez quelqu'un, mais vous l'amenez au violon et vous le déférez au parquet. Aucune loi ne permet à la police ou à la gendarmerie de battre quelqu'un. Ce sont des images honteuses, n'est-ce pas, qui, je l'espère, vont être transmises aux Nations Unies, parce qu'une police qui se comporte comme ça n'a rien à faire dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Donc, il y a une violence policière aujourd'hui qui s'exerce contre les citoyens, qui sont arrêtés à tout bout de champ, n'est-ce pas, déférés au parquet, jugés, parfois condamnés à des peines de prison ferme. Et cela crée un climat de terreur. Clairement, ce qui est visé, c'est de terroriser. Je ne parle même pas de l'opposition, mais les activistes. Parce que toutes ces personnes, les Abdou Karim Gueye, Cheikh Oumar Diagne et tous ces jeunes qui demandaient Free Pape Alé Niang, qu'on a arrêté, qu'on a condamné à des peines de prison ferme, ce n'étaient pas des militants de partis politiques. Ce sont des jeunes qui étaient préoccupés par l'état des libertés
et qui demande à ce qu'évidemment l'État respecte ses libertés qui sont garanties par la Constitution, qui sont garanties par les traités internationaux dont le Sénégal est partie. Donc, aujourd'hui, clairement, le pouvoir utilise évidemment la police, utilise la gendarmerie, utilise la justice, n'est-ce pas, pour évidemment réprimer, n'est-ce pas, toute dissidence et toute voix discordante. Pendant ce temps, du côté du pouvoir, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, insulter les gens évidemment, sans vraiment être inquiétés du tout. Sans être inquiétés du tout. Je prends un cas, le cas le plus flagrant, c'est le cas de Fadilou Keïta qui est croupit en prison, mais on a entendu d'autres personnes proches du pouvoir qui ont dit des choses pires. Les familles des militaires ont porté plainte contre ces deux personnes. À ce jour, ils n'ont même pas été convoqués par la police pour être entendus. Donc, clairement, la justice est instrumentalisée. N'est-ce pas? La police et la gendarmerie sont instrumentalisées pour réprimer et réduire au silence à la fois l'opposition et les activistes qui pro-démocratie et pro-liberté qui évidemment manifestent tous les jours contre cette répression. Et pourtant les Sénégalais attendent depuis lors des sanctions contre ceux qui ont fraudé ou ceux qui ont volé l'argent destiné au Covid Gate. C'est une affaire qu'on appelle maintenant Covid Gate. Aujourd'hui les gens attendent des sanctions. Le procureur est sorti pour dire que il a saisi la division des investigations criminelles pour avoir des preuves, davantage de preuves. Est-ce que la sortie du procureur vous rassure? Écoutez, ce qu'il faut déplorer, c'est l'impunité que Macky Sall a donnée à toutes les personnes que les différents rapports de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'OFNAC ont épinglé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il leur a garanti une impunité totale. Et cette même justice, l'ancien procureur qui est maintenant chef de l'OFNAC a dit qu'il a reçu beaucoup de rapports et qu'il ne les a pas traités. Pendant ce temps, il suffit que quelqu'un évoque ces rapports, n'est-ce pas, parle des faits qui sont dans ces rapports, n'est-ce pas, cite des personnalités qui sont épinglées dans ces rapports, on porte plainte contre vous et la justice vous condamne. Voilà le paradoxe dans lequel on est. Une justice à qui on remet des rapports, qui ne fait absolument rien pour engager des poursuites contre les personnes qui sont épinglées, et qui est prompte à poursuivre et à condamner des personnes qui parlent de ces rapports justement. C'est là où on se trouve. Et aujourd'hui, clairement, je le dis encore, le plus grand défi qui se pose aux Sénégalais, c'est d'obliger, n'est-ce pas, le pouvoir à réformer la justice. Justement, avant de revenir sur cette réforme, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au rapport de la Cour des comptes, ce que le procureur a fait vous rassure que moi, je crois qu'on est dans une période préélectorale. Oui. Il n'y a plus aucun doute que le président va se présenter. Il a besoin de... Il ne l'a pas encore dit quand même. Oui, mais écoute, il n'y a aucun doute. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être un devin pour savoir qu'il va se présenter. Aujourd'hui, il a besoin de donner des gages aux Sénégalais qu'il fait enfin quelque chose, n'est-ce pas, pour lutter contre la corruption, etc. Je crains que ces enquêtes préliminaires-là vont traîner en longueur et qu'il n'y aura rien du tout qui va se passer d'ici les prochaines élections présidentielles. C'est ma conviction. Il a été obligé, à cause évidemment de la pression, du mécontentement populaire qu'il y a dans le pays, de poser ses actes, d'ouvrir des enquêtes préliminaires. Elles vont se prolonger pendant très longtemps. Peut-être qu'après on va ouvrir des informations judiciaires, mais il n'y aura rien du tout qui va se passer d'ici les prochaines élections. Il y a également justement... Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de lutter efficacement contre ces actes de prévarication. Absolument. Il y a dans ce même sillage le rapport de Transparency International, également par rapport à l'indice de perception de la corruption. Nous nous enfonçons dans la zone rouge, 43e sur 100 depuis presque 2 ans ou plusieurs années. Pourquoi, selon vous? Je dis qu'au vu de la trajectoire du Sénégal, c'est de ce que vous prenez les États... je ne dis même pas de l'Afrique subsaharienne, mais de l'Afrique en général, au vu de la trajectoire du Sénégal, dans tous ces classements, le Sénégal devrait être aujourd'hui en tête. Que ce soit les classements de Transparency International, de RSF ou d'autres organisations, on devrait être en tête. Pourquoi? Ce pays est quand même le premier à avoir organisé des élections multipartites, n'est-ce pas, sur ce continent. C'est dans ce pays que pour la première fois, un chef d'État s'est retiré volontairement pour laisser le pouvoir à un autre. On a eu 2 alternances. On a une société civile vibrante. On a une presse vibrante. Mais en face, nous avons une classe politique médiocre qui n'est préoccupée que par la lutte des places. Depuis l'alternance de 2000, tous les pouvoirs qui sont succédés à la tête du pays n'ont eu d'autres objectifs
que de lutter pour des places. Une fois qu'on occupe des places, évidemment, on ne fait aucune réforme pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer les libertés. On pense qu'en faisant des infrastructures, évidemment, on va avoir le soutien populaire pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mais même avec les filets sociaux, n'est-ce pas, l'État du Sénégal ne peut pas faire mieux que ce que l'Union soviétique faisait, ou les pays du bloc soviétique faisaient pour les populations. Mais à cause des restrictions de liberté, les gens ont fini par se révolter et le système communiste s'est écroulé. Donc il faut qu'ils comprennent que les Sénégalais n'ont pas besoin seulement de pain, ils ont aussi besoin de liberté, ils ont besoin de transparence, ils ont besoin de bonne gouvernance. Et si Macky Sall n'a pas tiré la leçon du régime d'Abdoulaye Wade, qui avait quand même développé beaucoup d'infrastructures, il n'a fait d'ailleurs que continuer le programme d'infrastructure d'Abdoulaye Wade. Il avait mis en place beaucoup de programmes sociaux, mais malgré ça, les Sénégalais ont décidé de mettre fin à son régime. Parce que simplement, il y avait une culture d'antivaleur, n'est-ce pas, avec le Wahwahet, et avec évidemment les restrictions de liberté de la fin de son mandat, et les Sénégalais ont décidé de le sanctionner. Aujourd'hui, il nous ramène 12 ans plus tard, n'est-ce pas, au même débat qu'on avait en 2011-2012, à savoir le débat autour du troisième mandat, la répression, la restriction des libertés. On pensait qu'avec son avènement au pouvoir, quand même un jeune président né après les indépendances, on pensait qu'après son avènement au pouvoir, ces pays allaient enfin connaître une pente ascendante du point de vue des libertés. Malheureusement, on se retrouve à la case départ quasiment, et aujourd'hui il compte sur les infrastructures, on est tenté exactement aussi, comme Abdoulaye Wade, pour pouvoir rester. On est tenté de se demander où sont les gardiens des acquis démocratiques, par exemple si la société civile de plus en plus colorée, et même la presse, si ces pans qui devraient avoir un œil sur les acquis démocratiques, aujourd'hui on dit qu'ils sont colorés, quand même ça pose problème également. Vous savez, ces accusations, nous sommes coutumiers, n'est-ce pas, d'entendre ces accusations. Ce sont les régimes autoritaires qui émettent ces accusations pour discréditer les ONG. Amnesty, la RADDHO, etc., qui est aussi membre de la FIDH, ne travaillent pas différemment au Sénégal qu'ils le font en France. Vous n'entendrez jamais le gouvernement français critiquer une ONG en la taxant d'être pro-UMP ou être pro-Parti socialiste. Les rapports que nous publions, lorsque vous les lisez, le nombre de pages que nous écrivons sur les États-Unis, c'est quasiment le double du nombre de pages que nous écrivons sur le Sénégal. Mais vous n'entendez jamais le gouvernement américain sortir des énormités contre les ONG. Donc c'est une culture d'État, de démocratie bananière, où évidemment les pouvoirs, parce qu'ils violent allègrement les droits humains, sont frileux. Dès que vous les attaquez, ils réagissent, et parfois ils réagissent avec beaucoup de disproportionnalité. Donc la société civile est toujours là, elle continue à élever sa voix, mais le combat, c'est vraiment le développement d'une culture citoyenne. Il faut que dans ce pays, comme ça se passe en France, aux États-Unis, ailleurs, lorsque les libertés sont en jeu, que les gens puissent descendre dans la rue par milliers et dire au gouvernement, il faut que ça s'arrête. Et je pense que c'est la prochaine étape vers laquelle nous allons. Ce combat pour l'indépendance de la justice, nous allons en faire un combat citoyen. Parce que nous sommes sûrs que ni Macky Sall, ni même Ousmane Sonko, s'il vient au pouvoir, ne fera ces réformes. Parce que dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte que la justice est un puissant instrument, n'est-ce pas, qu'ils peuvent avoir dans leurs mains et qu'ils peuvent utiliser justement dans la mais justement, comment faire pour que ces réformes puissent être engagées quand même de façon sincère et il y a eu des études, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de concertations. Lorsque vous prenez la charte de gouvernance démocratique des justices nationales, ils font des propositions extrêmement intéressantes pour réformer la justice. Et ces propositions ont été reprises par la CNRI. Si vous voyez d'ailleurs la lettre que Macky Sall a faite au président Amadou Matar Mbow, à qui il a confié la direction de la CNRI, il dit de s'inspirer de la charte de gouvernance démocratique des justices nationales, qui dit clairement, qui propose clairement que le président de la République se retire du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, la constitution du pays pose le principe de la séparation des pouvoirs. Elle parle de 3 pouvoirs: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. N'est-ce pas? On ne peut pas aujourd'hui accepter que ce que la Constitution proclame de façon aussi solennelle et de façon aussi éloquente, n'est-ce pas,
puisse, n'est-ce pas, être remis en cause par d'autres lois, comme la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature ou la loi sur l'organisme de justice des magistrats, remettre tout cela en cause, en permettant au président d'être le président du Conseil supérieur de la magistrature, à son ministre de la Justice d'être le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, de gérer la carrière des magistrats, la promotion, les affectations. Tout cela est entre les mains du garde des Sceaux et du président de la République. Or, on le sait tous, nous sommes des Sénégalais, n'est-ce pas? Les magistrats ne sont pas des extraterrestres. Dans ce pays, tout le monde court derrière des terrains. Et en tant que tel, celui qui distribue les terangas et les faveurs a un pouvoir, évidemment, de pression sur ceux sur lesquels il l'exerce. Donc, il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature, il faut réformer la loi organique sur le statut des magistrats, il faut faire en sorte que le président ne siège plus au Conseil supérieur de la magistrature. Ni le président, ni le garde des Sceaux. La CNRI avait proposé que l'on crée dans ce pays une cour constitutionnelle, dont le président serait à la tête de la structure judiciaire du pays. N'est-ce pas? Et que ce conseil, évidemment, aurait en charge de délibérer sur, évidemment, toutes les questions relatives à la carrière des magistrats. On peut donner au président son pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, c'est-à-dire d'entériner par sa signature les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature. Mais on ne peut pas accepter que ce soit lui qui décide de la carrière des magistrats, qu'il y ait dans la loi organique sur le statut des magistrats une disposition qui prévoit que les parquets est sous l'autorité du garde des Sceaux. Aujourd'hui, aucun procureur au Sénégal ne peut prendre une décision sur des affaires signalées sans en référer au garde des Sceaux. Tous ces dossiers liés à la bonne gouvernance, s'ils sont aujourd'hui sous le coude, c'est parce que justement, des instructions, n'est-ce pas, ont été données pour qu'ils soient sous le coup. Et quels sont ceux qui devraient aujourd'hui siéger dans le Conseil supérieur de la magistrature? Mais comme j'ai dit, ça doit être une affaire de magistrat. Autant il est inadmissible. Mais on craint également autant que les Sénégalais, des juges quand même. Oui, mais le public des juges aussi. Écoutez, les gens le craignent ça, aussi. Je pense que c'est des faux arguments. Vous allez au Burkina Faso, le président ne siège pas au Conseil supérieur de la magistrature. Le Burkina n'est pas une république des juges. Ce que la CNRI a proposé, c'est qu'on crée une cour constitutionnelle avec des pouvoirs élargis, qui soit, n'est-ce pas, au sommet de la structure judiciaire. Et que son président soit en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et qu'on laisse aux magistrats, n'est-ce pas, décider des affaires de la magistrature. Tout comme on l'a laissé au Parlement, le soin de décider des affaires du Parlement. Quel Sénégalais pourrait imaginer aujourd'hui que Macky Sall soit le président de l'Assemblée nationale? N'est-ce pas? Que le ministre en charge des relations avec le Parlement soit le vice-président de l'Assemblée nationale. C'est inimaginable. Autant c'est inimaginable, autant on ne doit pas accepter, on ne devrait pas accepter qu'il y ait des lois qui autorisent à être président du Conseil supérieur de la magistrature. On ne devrait pas l'accepter. Oui, on dit oui, les députés ils sont élus par le peuple, mais cette constitution qui donne aux magistrats leur pouvoir d'indépendance, qui donne à la justice son indépendance, cette constitution a été votée par référendum. Elle est le reflet de la volonté populaire des Sénégalais. Donc, il faut qu'on arrive à cela. Il faut aussi qu'on arrive à une situation où les magistrats aient des syndicats. Au Mali, les magistrats ont un syndicat. En France, il y a des syndicats de la magistrature. Il faut que les magistrats se battent également pour ces questions-là. Qu'ils aient un syndicat et non plus une association qui, évidemment, compte sur les bonnes volontés, qui ne peut pas lutter pour défendre les intérêts matériels et moraux de la profession. Et qui compte sur le bon vouloir du président pour avoir des avantages et autres traitements. Donc, il faut que les citoyens revendiquent également que les magistrats sénégalais aient un syndicat et qu'ils puissent se battre au même titre que tous les autres travailleurs pour défendre leurs intérêts matériels et moraux, au même titre que les enseignants, que les agents des impôts et domaines, et qu'ils ne soient plus à la merci du pouvoir exécutif qui distribue des faveurs, n'est-ce pas, contre évidemment leur silence et leur soumission donc au pouvoir exécutif. Est-ce que l'autre combat, pour terminer, ne devrait pas aussi avoir trait à être chef de parti et président de la République? On a vu que le président, quand il est en tournée économique, il est également en campagne déguisée, comme le disent certains observateurs, pendant que son opposition ne peut pas circuler librement. Vous savez, ces tournées économiques du Sénégal, depuis la période senghorienne, ne sont rien d'autre qu'une campagne électorale déguisée. C'est une campagne électorale déguisée. Sinon, a-t-on besoin de mobiliser des centaines, des milliers de cars qui amènent des gens de Dakar, de Thiès, de Tivaouane, de Mbour, de partout, pour un simple conseil des ministres? A-t-on besoin de dépenser autant d'argent
pour un simple conseil des ministres. Donc c'est clairement une campagne électorale déguisée. Et ça ne date pas que de Macky Sall. C'est depuis le temps de Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, ils ont tous usé justement de ces ruses pour évidemment prendre l'avance sur l'opposition. C'est pour cela qu'on a proposé qu'il y ait une limitation des mandats. Parce que le président en exercice a les moyens de l'État. Il a les moyens de l'État. En plus d'avoir les ressources financières de l'État, il a la police, il a la gendarmerie, il a l'administration, il a la justice. Comme ils disent, nous avons l'État avec nous. Et quand vous avez les ressources du pays avec vous, quand vous avez l'administration avec vous, la justice avec vous, tous les pouvoirs avec vous, vous avez un avantage considérable sur les autres. Vous avez tous les leviers à main pour pouvoir vous exercer au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a demandé et que dans différents pays, on propose qu'il y ait une limitation des mandats. Ça ne signifie pas qu'il y ait alternance entre les différents partis, mais au moins une limitation en ce qui concerne les personnes, les hommes. Oui. Tout ce que tout le monde attendait aujourd'hui, c'est que Macky Sall suive l'exemple de Mahamat Issoufou du Niger et non pas l'exemple de Sassou Nguesso ou de Alassane Ouattara. Mahamat Issoufou, lorsqu'il a fait son premier mandat et qu'il l'a terminé, il a été réélu dès sa réélection. Il a convoqué son parti au Congrès. Il leur a dit, moi, Mahamat Issoufou, je viens d'être réélu. Je m'engage à respecter la constitution de mon pays. Je vous demande, vous, mon parti, n'est-ce pas, d'organiser un congrès et de choisir votre champion à la prochaine élection. Son parti a organisé une élection, un congrès, et c'est ce congrès qui a désigné Mohamed Bazoum, aujourd'hui président, comme, évidemment, candidat de son parti à la présidentielle. Mais Bazoum a gagné. Et d'ailleurs, lorsque Bazoum a été désigné, il lui a demandé de quitter le gouvernement et de s'occuper du parti. Oui. Ce qui lui a permis aujourd'hui d'être président. Jusqu'à présent, le président... Malheureusement, Macky Sall a fait le vide autour de lui. Oui. Il a fait en sorte que personne autour de la paire... Il ne faut pas oublier aussi que le Conseil constitutionnel... Que personne autour de la paire ne puisse émerger et qu'il soit, évidemment... Il faut attendre la décision du Conseil aussi, normalement. Si vous êtes légaliste, il faut aussi attendre la décision du Conseil constitutionnel. Vous savez, cette affaire n'est pas une affaire de Conseil constitutionnel. Pourquoi pas? Cette affaire est très claire. Macky Sall, lorsque il a introduit cette modification constitutionnelle et qu'il y a eu des doutes dans la tête de certains juristes, ils ont posé le problème. Et Macky Sall, Ouroubi et Orbi, à la télé, à la radio, dans différentes rencontres, a dit, voici ce que moi j'ai commandé dans cette constitution. C'est que je ne peux plus me présenter. Son ministre de la Justice l'a dit et redit. Tous ses proches, y compris son ancien Premier ministre, l'actuel président de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ont tous dit aux Sénégalais, c'est fini. Boun Abdallah a même dit, Amoul, là m'a commencé à faire Djaka, mais il m'a égalé Djakabi. Amoul. Deuxième mandat, selon que il fallait que deuxième mandat, il fallait y donc, sauf que certains éminents juristes ont dit le contraire, ils ont dit que c'est possible. Il y a toujours des juristes aux ordres. C'est pourquoi il faut attendre la décision du Conseil. Il y a toujours des juristes aux ordres. Ouad avait fait venir des juristes de France pour interpréter une constitution dont lui-même il avait commandé et dont il avait dit au lendemain de son élection en 2007 que c'est verrouillé, je ne peux plus me présenter. Donc, Macky Sall lui-même l'a dit. Il a dit on peut avoir la meilleure constitution du monde, la plus claire du monde, mais si celui qui est chargé de l'appliquer, n'est-ce pas, n'est pas de bonne foi, on aura toujours des problèmes. Et je voudrais vraiment qu'au Sénégal, qu'on arrête de dire que le président c'est le gardien de la Constitution. Le gardien de la Constitution doit être l'institution judiciaire. C'est lui qui doit être gardien de la Constitution. Mais une institution judiciaire crédible, indépendante, impartiale, pas celle que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, au Sénégal. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je voudrais terminer pour appeler à la libération immédiate justement de Serigne Assane Mbacké et du député de PASTEF qui ont été interpellés à Touba. Il n'y a aucune raison pour que ces personnes-là soient interpellées. Et je voudrais également dire à l'endroit de l'administration sénégalaise, elle doit être et rester une administration républicaine. L'administration doit être là pour aider à la réalisation des droits et libertés. Lorsqu'on dépose auprès d'un préfet, n'est-ce pas, depuis le 3 février, une déclaration de manifestation, si le préfet estime qu'il y a une erreur dans cette demande,
il doit prendre son téléphone, appeler les organisateurs, dire écoutez, il y a une erreur dans votre demande, venez la rectifier. Oui. C'est cela qu'on attend de l'administration. Et non pas qu'elle fasse ce que je pourrais dire un guet-apens. On voit qu'il y a peut-être une irrégularité, même s'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui quant à savoir est-ce que c'est la loi de 74 ou de 78 qui prévaut. Aujourd'hui... Qui exige les 3 signatures. Aujourd'hui, on devrait pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte, le préfet de Mbacké devrait pouvoir faire en sorte aujourd'hui que ce meeting ait lieu. Parce que les activités politiques constituent, n'est-ce pas, à faire vivre la démocratie. Hein? Et c'est extrêmement important dans un État comme l'État du Sénégal. Donc j'appelle à leur libération immédiate et je voudrais encore une fois lancer un appel, n'est-ce pas, au calme. Au calme. Dire que le pays n'est pas aujourd'hui dans une situation difficile, c'est faire la politique de l'autruche. Le Sénégal est effectivement dans une situation extrêmement difficile. Les Sénégalais sont inquiets. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui sont en train de se barricader. Donc, les gens sont inquiets. Et il appartient au président de poser des actes pour calmer la situation. La répression tous azimuts contre les opposants doit cesser. Il doit laisser les libertés s'exprimer, surtout dans une année électorale. Et il doit veiller à ce que la justice ne soit pas instrumentalisée. Il doit veiller à ce que l'administration reste une administration impartiale, équilibrée et qui soit au service de toutes les forces politiques du pays. Seydi Gassama, il est le directeur exécutif de Amnesty International, section sénégalaise. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci.